Bonjour à tous. Bon alors vous êtes bien sur la chaîne Sam agriculteur indépendant et Sam c'est moi. Et cet après-midi si ça vous dit, par cette belle météo, je vous emmène prendre un grand bol d'air dans la nature parce que ça va me faire du bien et je pense que ça va vous faire du bien. On va aller voir du blé, de l'escourgeon, du colza, une parcelle de couverts végétaux et on va essayer de parler un petit peu de l'actualité de ce que l'on voit dans les champs, les aspects maladies, les aspects insectes aussi sur certaines cultures, les aspects reprises éventuellement de ces parcelles de couverts et aussi un petit peu de cette météo particulière. Alors si ça vous convient, on est parti! Alors c'est parti pour ce petit tour de plaine, alors sans prétention, le but c'est vraiment d'échanger et de vous faire partager ce que j'ai la chance de faire, puisque je considère que c'est un privilège de pouvoir aller voir ces champs, parce que c'est vrai que on est beaucoup à avoir de moins en moins de temps disponible. C'est un peu ce qu'on constate avec Mathieu, ça nous attriste d'année en année de voir le monde agricole qui est accaparé par de plus en plus de choses extérieures, qui se diversifie, qui cherche des activités complémentaires, qui se démènent dans des gros projets parfois très importants, des gros investissements sur des diversifications justement. Alors on en a bouffé pas mal avec le salon de l'agriculture pendant une semaine. Moi je vous avoue qu'à certains moments j'en avais overdose, des publicités, des grands groupes, etc. qui s'attribuent beaucoup de mérite de ce que font les agriculteurs au final. Et puis on parle beaucoup d'énergie, de diversification diverses et variées, c'est le cas de le dire. Moi j'ai l'impression que tout le monde est bien éloigné des réalités, parce qu'il suffit d'être tous les jours sur le terrain, d'avoir passé l'hiver à regarder les sols, pour se rendre compte que ce qu'on est en train de faire, c'est pas du tout la bonne direction, à mon humble avis. En tout cas, ça correspond déjà plus à la réalité de nos sols, à la réalité du climat. Et j'ai peur que l'atterrissage soit violent et que les agriculteurs soient les premiers concernés. Mais bon, ils sont beaucoup à y croire, alors écoutez, moi je leur souhaite le meilleur. Après, quand on va regarder les parcelles et qu'on voit ce qui se passe dans les différentes régions, on ne peut être qu'inquiet en partie. Pour le climat, bien évidemment, et là on est tous sur un pied d'égalité. Mais le pouvoir tampon du sol, celui qui va nous épargner les difficultés, c'est bien lui. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup de travail. Après plus de 120 profils cet hiver, je pense que je peux témoigner qu'on a beaucoup de travail. Voilà, encore hier ou la semaine dernière, on a vu des niveaux de sécheresse et surtout des sols pas forcément capables de bien stocker l'eau qui risque peut-être un jour de tomber, mais je vous avoue ne pas trop y croire tant que le vent sera placé ici, là, nord-est. Voilà. Donc écoutez, on est dans une parcelle que vous connaissez, puisque j'ai décidé un petit peu de vous montrer les mêmes chaque fois pour qu'on les suive finalement, pour tous les petits malins là qui regardent bien si ça va pousser chez nous. Donc l'idée c'est de vous partager la réalité finalement. Alors là on est dans une parcelle de blé de maïs qui a reçu de l'ammonitrate soufré, qui a reçu 80 unités d'ammonitrate soufré calcaire. On fait souvent nous 2 apports égaux, c'est un choix volontaire depuis toujours parce qu'on est en agriculture de conservation. On avait quand même des très bons reliquats ici, de presque 70 unités. Il n'y a eu qu'un désherbage qui a été fait, ces blés ont été roulés à l'automne, un désherbage à l'automne avec 2 produits associés racinaires. Et voilà, donc on a des blés qui sont vraiment très très sains par rapport à ce qu'on peut justement voir. Alors je vais avoir un petit peu de mal à les arracher, mais on va voir en tout cas au niveau feuillage, on a vraiment même pas l'ombre d'une pustule ou de quoi que ce soit. Alors ça contraste pas mal avec ce qu'on peut voir dans quelques régions, puisque je ne suis pas le seul ici à avoir des cultures globalement assez saines. Sans doute liées à la nutrition, voilà, il y a aussi des secteurs où l'alimentation azotée ne se passe pas bien par des choix de forme, par des choix de conditions d'application, mais aussi malheureusement par des conditions qui ont perduré pour ces agriculteurs-là, qui ont choisi notamment des urées ou des engrais liquides. Et objectivement, on a eu 4 mm, donc nos engrais ammonitrates sont tout juste fondus, mais les cultures ne peinaient pas, mais le peu de feuilles qu'on avait qui jaunissaient légèrement, eh bien c'est terminé très rapidement, en 48 heures, ça avait déjà changé d'aspect, donc je vous confirme toujours que le minimum serait au moins que vos premiers apports soient faits avec des formes nobles et qui respectent davantage le sol. Alors, on a quelques partenaires qui mettent des doses assez faibles d'engrais liquides répartis en plusieurs fois. Il faut avouer que sur les structures de sol, l'impact est nettement moindre. C'est une observation que j'ai pu faire là cette semaine. Et donc ça démontre sans doute l'impact du produit, comme on vous l'a souvent dit, en quantité plus importante. Voilà, ça a quand même des effets très pervers, qui sont moindres dit qu'on réduit un petit peu ces quantités. Alors qu'est-ce qu'on constate nous en plaine principalement sur les blés au niveau maladie? C'est la présence de rouille qu'on voyait déjà depuis cet automne. La rouille ne s'en va jamais, alors c'est de la rouille brune, c'est pas de la rouille jaune qu'on voit principalement. C'est de la rouille brune et de la rouille naine dans les escourgeons, que nous irons voir tout à l'heure, avec aussi des aspects pucerons qui seront intéressants.
Donc il est vrai que ces maladies-là seront à surveiller, puisque dès qu'on va avoir un peu de rosée, des températures supérieures à une quinzaine de degrés, on va avoir ces maladies-là qui vont se remettre en fonction, qui vont sporuler à nouveau. Et donc là, ça risque d'être un peu compliqué. Donc il faut quand même prévoir dans ces protections des produits qui vont avoir un effet positif contre la rouille. Donc il faut bien choisir ce que vous allez mettre en intervention phytosanitaire lorsque vous aurez le souhait de le faire. Voilà. Alors au niveau insectes en céréales, blé en tout cas, on est relativement tranquille, même si dans certains secteurs, il a été observé quelques Rhopalocifum paddy, donc des pucerons responsables de la jaunisse qu'on a souvent à l'automne et qui étaient encore présents là dans certains départements. Ça n'a pas été le cas dans les tours de plaine qu'on a fait jusque-là. Par contre, au niveau insectes colza, on a vu pas mal de choses dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà, on va dire qu'à ce niveau-là, au niveau des céréales, c'est surtout ça qui est avisé. Et dans les zones un peu de craie, on a pu observer de la présence d'oïdium un petit peu au bout du rouleau, devenu tout marron, etc. Mais qui finalement a fait de la sénescence sur les feuilles du bas et c'est ce qui conduit à certaines parcelles très très jaunes. Alors dans beaucoup de secteurs, malheureusement, on voit les drains. Et ça, c'est vraiment un exemple que nos sols, en tout cas ça confirme malheureusement qu'ils sont loin d'être en bon état dans certains secteurs et chez certains agriculteurs. Donc je vous invite vraiment, les observations de sol commencent à être limitées du fait de la sécheresse. C'est vrai que malheureusement on peut avoir des diagnostics un peu pervers. Et j'ai été surpris encore, c'est une petite parenthèse, de voir sur les réseaux sociaux un agriculteur qui a mis une photo d'un profil de sol en demandant des conseils pour le réparer, le fissurer, le décompacter ou ce que vous voulez. Beaucoup d'agriculteurs avaient témoigné « mais pourquoi tu veux y toucher, il est en super état, alors que c'était complètement l'inverse, quoi. Il y avait déjà 5-6 points où on pouvait observer que ce sol-là était vraiment fatigué. Donc si déjà les diagnostics des agriculteurs, en tout cas de certains d'entre eux, ne sont pas bons, c'est sûr qu'on peut faire croire que tout va toujours bien parce qu'on est dans une certaine technique. Et ça, c'est bien là le paradoxe, c'est qu'il faut continuer d'observer les sols, tous. Et plus on en observe, plus on se crée des repères, et plus peut-être, par l'expérience, on peut juger si c'est en bon état ou pas. Mais je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'agriculteurs. C'est un petit peu l'idée, parce qu'ils mettent en place une technique, leur sol va forcément bien aller. Mais en fait, quand ils vont voir, ils font parfois des diagnostics qui sont erronés, ou alors ils vont pas voir, ce qui est encore plus simple. Donc voilà, alors je sais que je vais encore me faire des copains, mais je préfère vous dire les choses, parce que c'est ce qu'on constate, et c'est ce qu'on arrive à admettre tous ensemble avec du recul, avec beaucoup de nos partenaires qui se donnent du mal depuis de nombreuses années pour améliorer leur sol, et qui avouent ne pas avoir toujours des repères pour bien l'observer. Donc l'idée c'est de transmettre ça tranquillement et on en fera un peu plus en partage j'espère l'année prochaine avec d'autres techniques pour se filmer notamment pour essayer de vous transmettre ça comme j'ai pu le faire à certains moments déjà cet hiver. Voilà les amis, écoutez, on va aller voir une petite parcelle de couverts végétaux, après on va aller voir une parcelle de colza et je vous emmènerai sur l'autre ferme pour voir une parcelle d'escourgeons et vous montrer une petite réflexion qu'on pourra avoir sur le piégeage ou pas, sur la systématisation, ça devrait vous plaire. Allez, à tout de suite. Alors, de retour dans une parcelle de couverts végétaux que vous connaissez. Nous avons fait un glyphosate il y a environ 3 semaines. Donc là, évidemment, il ne reste plus grand-chose. Donc je ne vais pas aller trop vite, c'est pour ça que je me suis mis comme ça pour vous montrer la structure, parce que certains me l'ont demandé. Donc évidemment, en réalité, là, on marche sur les terricules. Ça n'est que ça. Donc évidemment, ça ne donne pas envie forcément d'aller travailler tout ça. On a juste des éléments visuels que les choses se passent plutôt bien. On avait des enracinements jusqu'à 1,20 m là, de ce couvert-là. Donc écoutez, je vous reprends en visu. Je pense que vous avez vu ce qu'il y avait à voir. A tout de suite. Alors de retour rapidement dans cette parcelle de couverts végétaux pour juste échanger avec vous sur un point de vue par rapport au fait de travailler la terre trop longtemps avant des semis. C'est une règle que nous on s'impose. On ne travaille pas les sols longtemps avant les semis pour faire profiter de la minéralisation que l'on va faire en travaillant la terre à nos futurs semis ou à nos couverts végétaux, etc. Donc c'est toujours la règle qu'on se fixe, ce travail par séquence dont nous avons déjà parlé. Après, pour la réparation des sols, c'est la même chose. Fissurer au printemps n'a pas d'intérêt. En tout cas, je parle d'une fissuration de réparation. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, beaucoup d'agriculteurs se posent cette question-là. Alors, nos partenaires sont habitués à ces conseils, mais parfois, on a pu observer cet hiver des profils en état pas forcément très favorable à des implantations, notamment de betteraves, qui est une culture assez feignante, il faut le dire,
où les structures n'étaient pas assez bonnes. Pourquoi? Parce que certains partenaires n'ont pas pris le temps, ou certains agriculteurs, de fissurer avant l'implantation des couverts, c'est-à-dire de réparer, d'aider leur sol en convalescence, ce qui n'est pas une obligation, je le rappelle, mais que nous, on incite fortement les 5 à 7 premières années à ne pas se poser de questions et à aider à l'oxygénation des sols et à l'architecture verticale des sols, en laissant des points durs, toujours la règle numéro 1, et qui permet la progression des sols, ce qui n'était pas encore le cas dans certains profils que nous avons fait où les gens ne travaillent pas en fissuration mais en travail profond, mais où ils bouleversent les sols chaque année en les remettant à zéro. Ça, c'est une erreur qu'on voit couramment et qui parfois est même conseillée à droite et à gauche. C'est à notre avis pas la bonne méthode, c'est ce qui se passe aussi en Allemagne. Alors on fait du non-labour, c'est vrai, on ne laboure pas, on ne retourne pas la terre, mais on maintient, parce qu'on l'observe depuis assez longtemps, on ne fait pas progresser ces sols au niveau de l'activité biologique en s'y prenant comme ça. On remet trop le sol à zéro tous les ans, et il ne peut pas s'organiser, il ne peut pas s'architecturer. Donc là, au printemps, le risque, c'est justement de travailler les sols de manière un petit peu violente. C'est ce qui conduit certains agriculteurs, en reprenant les couverts, à les reprendre justement de cette manière-là, à vouloir secouer la terre, à travailler profond, etc. Si vous avez en tout cas une belle structure extérieure, que vous avez regardé en dessous il y a quelques semaines, puisque là maintenant on commence à avoir des diagnostics un peu erronés, eh bien, il faut éviter tous ces travaux-là. On ne fait plus que le lit de semences dans la majorité des cas au printemps et assez près du semis. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette année, les conditions étant exceptionnelles, certains agriculteurs, on leur a donné le conseil de réparer leur sol, malgré tout, car c'était vraiment trop en mauvais état pour permettre une implantation de betterave. Alors, c'est pas l'idéal, puisque la betterave va pas vraiment prendre le relais de la fissuration, mais on va dire que c'est une forme d'ameublissement pour faciliter l'installation de la betterave et aussi le futur stockage d'eau, car dans ce cas-là, en tout cas, les structures ne le permettaient pas. Voilà les amis, alors je vous emmène maintenant voir une parcelle de colza. Allez, à tout de suite. Alors, on arrive à une parcelle de colza d'un de mes collègues, puisque moi, sur la ferme, je n'en ai pas. J'ai fait ce choix cette année pour des raisons de simplicité, mais aussi d'économie d'engrais azotés, puisque c'est une culture quand même qui est assez demandeuse. Alors en passant ici, on est dans une parcelle à nous de blé de colza, que vous connaissez, c'est là que nous avions fait la vidéo sur les vers de terre et les champignons. Donc pareil, en pleine peau, donc ça c'est toujours agréable, avec une belle structure. Alors là ici on est dans une parcelle de colza d'un collègue, je me permets, puisque je le connais bien, il travaille très bien en plus. Donc ici on a un très beau colza, donc qui a été fait en labour. Donc évidemment c'était des colzas très très gros qui ont été semés assez tôt. On peut observer en les ouvrant justement les impacts éventuels qu'il y a pu y avoir sur des ravageurs d'automne. Ça n'a pas été trop le cas ici, ça a été bien géré. On a un petit peu un noircissement du cœur qui indique un petit peu un léger manque au niveau du bord. C'est vrai qu'avec un hiver comme nous avons eu, nous on est assez favorable à des apports de bord automnaux, et relayés par un apport de printemps que cette année on ne fera certainement pas au regard des conditions. Alors la particularité du colza cette année, c'est qu'en fait ils se sont allongés énormément. Si on regarde, ils ressemblent à des palmiers. Toutes les feuilles se sont en allées. Donc on a des colzas très allongés, en tout cas dans beaucoup de régions, à cause de semis de plus en plus précoces pour lutter contre les insectes à défaut de solutions techniques qui vont encore sauter, encore une dans un an, qui sera encore pas là. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ce qui nous reste est peu performant. Alors en ce moment, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? On a eu des piégeages assez importants en charançon de la tige, donc là très très important, puisque on dit souvent que jusqu'à 30 cm et après c'est bon. Nous on pense qu'aujourd'hui ces critères-là ne sont plus valables. Comme une fois le piégeage fait, dans les 8 jours qui suivent les premières captures, sauf qu'il y a eu des captures à plus de 100 charançons chez certains partenaires. Donc nous on pense que quand c'est comme ça, dans les 24-48 heures, il faut intervenir. Évidemment là il n'y a plus les conditions, leur activité est ralentie, l'autre fois il n'y avait plus de vent, il faisait doux. Si ça venait à refaire plus de vent et des douceurs de température, c'est possible que nous ayons à nouveau des charançons de la tige qui seront à surveiller jusqu'à la floraison, car d'année en année, c'est une pression de plus en plus importante. Donc voilà, donc le colza, toujours compliqué et toujours à surveiller. Et là, on peut estimer qu'il n'a pas une... je ne parle pas de celui-là, mais les colzas en général ont une difficulté d'alimentation, car ce sont des cultures amoureuses de l'azote, comme toutes les crucifères, qui peuvent en consommer autant que possible, sans forcément que ça ait d'impact positif pour le rendement. Mais en tout cas, c'est quand même à prendre en compte sur le fait que la nutrition azotée ne se passe pas bien et qu'ils ont à reconstituer l'ensemble de leur feuillage avec des boutons floraux qui, vous l'avez vu là, sont déjà là
et une présence au niveau fonction chlorophyllienne plutôt maigre, hein, donc voilà, donc c'est important. Alors, on va finir par les escourgeons, puisque j'ai quelque chose à vous montrer, pour qu'on ait ensemble une réflexion sur le piégeage dont nous avons parlé à l'automne. Ça va être intéressant. A tout de suite. Alors ça y est les amis, on est arrivé sur l'autre ferme. Donc pour vous parler d'escourgeons, on va parler un petit peu d'implantation, de désherbage, de ravageurs d'automne et aussi des maladies présentes ou celles qu'on a vues nous en tour de plaine jusque-là. Alors je voulais venir ici puisque c'est pour avoir une réflexion avec vous, puisque c'est dans cette parcelle à l'autre bout, je me suis mis ici par rapport au soleil, mais à l'autre bout qu'on avait fait une vidéo sur le piégeage, notamment des pucerons. Et il se trouve que sur les 30 hectares d'escourgeons et les 80 hectares de blé que j'ai ici, je n'ai fait aucun insecticide d'automne par le piégeage que j'ai essayé de réaliser le mieux possible. Mais dans cette parcelle de 12 hectares, j'ai un pied par-ci par-là, isolé, légèrement jaune, dont je ne peux pas encore dire si c'est de la cicadelle ou du puceron. Mais vous voyez, malgré le piégeage, j'ai eu quelques présences de pucerons. Alors on pourrait en rire et puis se dire, bah tu vois, t'avais qu'à nettoyer avant l'hiver, voilà, il faut systématiser, on a toujours vu que, on en connaît qui. Bon, bah moi je pense que c'est pas audible. Et le message, c'était de vous partager cette expérience qui ne me fera pas pour autant systématiser pour 12 hectares par rapport à 110 ou 120 qui n'ont pas eu de soucis. Donc c'est le piégeage, la seule alternative ici. Il m'est arrivé une grosse attaque sur du blé il y a peut-être 7-8 ans. À la borne près, la seule parcelle de tout l'îlot de 50 hectares qu'il y a ici, et je n'ai pas pour autant les années suivantes systématisé. J'ai plutôt accentué le piégeage, mis des jalonnettes alors qu'avant je me contentais de me mettre à quatre pattes. Voilà, c'était juste de partager ça avec vous et qu'on ait cette réflexion pour l'avenir parce que les insecticides sont peut-être pas à la hauteur au niveau financier pour contraindre les agriculteurs à y réfléchir à deux fois avant de le faire. Et cette notion de nettoyage d'hiver ne fonctionne pas. S'il n'y a pas de pucerons, ça ne fonctionne pas. Et en plus, ça n'empêche pas d'avoir des attaques au printemps. Alors soyez prudents sur les cultures de printemps, les orges de printemps notamment. On a déjà vu avoir des attaques sérieuses où les pucerons finalement se cachaient dans les racines, restaient à l'abri. Et donc voilà, soyez très prudents et c'est pour ça que ces jalonnettes et ces piégeages sont très utiles au printemps dans vos semis d'orge de printemps par exemple. Alors ici cet escourgeon, vous voyez, c'est des sols très caillouteux, donc qui nécessitent une bonne implantation. On a la chance de semer avec un semoir à dents, enfin entre guillemets un semoir que vous connaissez. Et on a désherbé, donc un seul désherbage à double produit en racinaire et on n'a pas eu d'impact sur la culture, ça c'est important de le dire. Et là on a vraiment une présence très forte, de cailloux si certains en doutent. Voilà les silex que nous avons ici. Heureusement tout n'est pas comme ça. Mais c'est pour dire que la qualité d'implantation est très importante pour justement éviter la phytotoxicité. On le redit à 95%, c'est ça la raison des semis pas assez profonds. Des plantes qui sont dans le mulch, des graines qui sont dans un mulch pour ceux qui sont en TCS, ou alors dans le film du désherbant, et ça ne peut pas fonctionner, surtout si en plus derrière il y a de la pluie. Alors quelles sont les maladies que l'on peut trouver? Nous ici il y a eu 70 unités d'apportée donc en ammonitrate, il y a un peu plus de 15 jours maintenant. Voilà, donc il y a encore les granulés présents, ils ne sont pas complètement fondus, il y a eu que 3 mm ici, donc pas plus qu'à l'autre site. Donc les maladies que l'on trouve paradoxalement cette année, pour nous, de ce qu'on a vu, c'est davantage de l'helminthosporiose et de la rouille naine. Alors sachez que ceux qui utiliseraient le traitement de semences Systiva, vous savez, la nouveauté là qui existe depuis 2-3 ans, nous on l'a testé 2 années dans nos essais sur les orges de printemps, puisqu'à l'époque il n'était pas disponible sur les orges d'automne, les escourgeons notamment, ou les orges de printemps semées d'automne. Sachez que ce traitement de semences ne gérera pas l'helminthosporiose et encore moins la rouille naine. Donc ça veut dire que c'est pas de bol pour la première année de mise en place. En escourgeon, ça ne va pas permettre, en tout cas à notre idée, de protéger votre culture. Donc ça veut dire qu'il faudra être vigilant pour la protection de vos escourgeons si vous les avez traités Systiva et si vous observez de la rouille naine, qui est une cousine de la rouille brune qu'on a vue dans les blés. Ça se ressemble, c'est juste qu'elle ne s'appelle pas pareil. Et puis l'helmintho qui est un peu différente de la rhynchosporiose que vous connaissez tous. Voilà. Donc je préférais vous en parler parce que c'est important. Parfois en plaine, il n'est pas dit ça aux agriculteurs et c'est bien important d'y voir. On a aussi parfois des ronds de dégâts dans des céréales qui sont liés, pour ce qu'on a pu observer, à des insectes du sol. Et ça, on le voit de plus en plus avec les automnes que nous avons, avec les couverts végétaux, avec le climat tout simplement, et du sabre notamment. Donc ça, c'est un souci. Alors, je vais rester poli.
Mais toutes les personnes qui vous conseilleraient de mettre un insecticide sous la pluie, etc., bon déjà, il faut déjà avoir de la pluie. Et puis c'est débile, quoi. C'est même pas entendable aujourd'hui, c'est même pas audible, c'est pas acceptable, c'est de l'idiotie, c'est voilà, de la crétinerie, tout ce que vous voulez, mais ça ne doit pas être fait par les agriculteurs, car déjà d'une, ça fonctionne pas. Et en plus, si l'idée c'est de tout flinguer pour que ça marche, c'est quand même inquiétant en 2023 d'avoir encore ce type de conseil qui est récurrent en plaine. Et certains s'en font même rire, donc c'est bien dommage. Voilà les amis, donc les grandes lignes c'est ça, alors soyez vigilants. La nutrition va être compliquée pour les escourgeons, pour les aspects protéines. Si la pluie n'arrive pas assez vite, on peut avoir des largages d'azote plus tardifs. Voilà, donc sinon les installations sont plutôt belles, je pense, pour tout le monde. Même pour les orges de printemps semées d'automne, que l'on doit considérer comme des escourgeons au niveau de la sensibilité et des maladies. Donc soyez vigilants. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là parce que sinon cette vidéo serait trop longue. Je pourrais vous emmener voir du blé, vous emmener voir des couverts ici, changer un petit peu de site, on aura l'occasion de le refaire. Donc la prochaine vidéo sera certainement la fin des techniques de pulvérisation, donc la vidéo sur les volumes hectares, si j'ai le temps, parce que j'ai pas mal d'activités en ce moment. Et puis on refera une vidéo donc sur les reprises des couverts de printemps, puisque je vois déjà des choses à vous montrer. Et aussi on échangera sur ce que nous on va mettre en place au fur et à mesure de l'avancée de la saison. Voilà les amis, bah écoutez, on continue tranquillement notre bonhomme de chemin sur cette chaîne, à transmettre notre passion. On suit notre ligne, on s'occupe pas du reste tranquillement. Et puis ben si ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis à vous abonner bien sûr. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon week-end. À bientôt.